Alors, le plan de ma présentation, introduction, on verra rapidement le risque cardiovasculaire, après les actualités thérapeutiques des dyslipidémies. On finira par des messages clés. Alors, on parle des dyslipidémies parce que c'est une pathologie fréquente. Et vous voyez les dernières statistiques de 2025, l'hypercholestérolémie, elle touche 24,1% de la population mondiale. L'hyper-LDLémie, elle touche près de 18,93%. L'hypo-HDLémie, vous voyez, c'est très fréquent, c'est 38,4%. Et c'est plus fréquent chez les femmes. L'hypertriglycéridémie, c'est 28,8%. Et au contraire, c'est plus fréquent chez les hommes. En Tunisie, on dispose quand même des statistiques relativement récentes. C'est une pathologie très très fréquente en Tunisie. Selon l'Atera Survey en 2019, la dyslipidémie, elle touche 48,5% des sujets âgés entre 25 et 75 ans. Et selon l'étude THES en 2016, c'est pareil à peu près, c'est 40,9% des sujets âgés de plus de 15 ans. L'hypercholestérolémie, elle touche 11,8% de la population tunisienne. Et chose importante et alarmante à la fois, que 83,6% des cas étaient non diagnostiqués. C'est une maladie silencieuse, très silencieuse même, mais très grave de par le décès par maladie cardiovasculaire, athérosclérose. En 2025, on estime que à peu près 0,5 milliard de personnes vivent avec une maladie cardiovasculaire dans le monde, et c'est à cause de manière directe ou indirecte de cette dyslipidémie. 20,5 millions de décès en 2021. C'est à peu près un décès sur 3 aux États-Unis. C'est très coûteux pour la santé et au moins 25% des décès sont attribués de manière directe à une hyper-LDLémie. C'est des données toutes récentes de 2024. Bien sûr, il faut classer les dyslipidémies à but thérapeutique, d'accord. Et pour le dépistage, ça n'a pas changé depuis 2019. Je passe très rapidement. Mais chose importante, devant toute dyslipidémie, il faut avoir le réflexe de chercher une dyslipidémie secondaire. Vous voyez, les causes sont nombreuses. Ça sert à rien, par exemple, de traiter une hypercholestérolémie secondaire à une hypothyroïdie. De un, on va pas la guérir, on va pas pouvoir la traiter, la maîtriser. Et de deux, on risque d'aggraver éventuellement une rhabdomyolyse déjà présente à cause de l'hypothyroïdie. Donc, le premier réflexe, c'est d'éliminer une dyslipidémie secondaire. Alors, vous voyez que les données scientifiques, ça change. Hein. Depuis 2019, il y a de très nombreuses études randomisées très larges sur les statines, les fibrates, les nouvelles molécules qu'on verra ensemble, sur des populations particulières, VIH, chimiothérapie et tout. Et donc, ça donnait justement lieu à des nouvelles recommandations publié en 2025. Il y a des recommandations de l'Association américaine d'endocrinologie. Il y a aussi les recommandations de la Société de cardiologie, la Société européenne de cardiologie. Alors, on peut pas parler de dyslipidémie sans évaluer justement le risque cardiovasculaire, d'accord. Bon, je dois passer rapidement. Mais je vous dis que la recommandation 2025, la recommandation européenne de la Société de cardiologie recommande d'utiliser le score 2 et le score 2-OP pour des sujets âgés de plus de 70 ans. Et pour les diabétiques, c'est le score 2 diabète. D'accord? Et vous voyez, la Tunisie, elle figure dans les pays à très haut risque cardiovasculaire. Hein. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Et quand le malade, par exemple, présente un score supérieur ou égal à 20%, il est classé à très haut risque cardiovasculaire. Ce score dépend de l'âge, de sexe, de la pression artérielle systolique et de non-HDL cholestérol. Donc, on a besoin de cholestérol total et de HDL cholestérol pour calculer et le fait de fumer ou pas aussi. Ce score, il met un poids très important, un poids lourd sur les modificateurs de risque. Et vous voyez, chose importante, que sur ces modificateurs de risque incluent en bas la HSCRP, la CRP ultrasensible et aussi la lipoprotéine petit a, qui est un modificateur de risque cardiovasculaire. D'accord. En Tunisie, c'est le globo risque qui est recommandé par l'INEAS.
D'accord. Les facteurs de risque cardiovasculaire rapidement pris en compte sont le genre, le tabac, le diabète, la pression artérielle systolique et le taux de cholestérol total. L'âge, il est utilisé comme une mesure de temps d'exposition plutôt qu'un vrai facteur de risque cardiovasculaire. Et il y a aussi des modificateurs de risque. On trouve par exemple l'acide urique. Donc, il faut estimer le risque cardiovasculaire pour savoir quand et comment traiter nos malades. D'accord. Et ça, je vous montre une étude très large, Interheart. Certainement, vous en avez entendu parler. Ça inclut 15 000 malades avec infarctus de myocarde contre 14 000 malades contrôle. Et vous voyez la baisse des lipides a l'impact le plus important parmi les 9 facteurs de risque modifiables, le tabac, la sédentarité et tout. Tous jouent certainement un risque, mais la baisse de lipides, c'est le facteur de risque le plus important. Vous voyez ça, les recommandations de l'ESC 2025, ça a presque pas changé par rapport aux recommandations de 2019. Et ça, c'est l'objectif, la cible de LDL cholestérol, parce que si on traite, c'est qu'on a une cible thérapeutique. C'est presque pas changé par rapport aux recommandations de 2019 aussi, mais juste je mets le point sur le risque extrême tout en bas en noir. Vous voyez par exemple un malade qui est déjà connu coronarien et qui récidive son accident cardiovasculaire, il est classé en risque extrême. Le malade polyartériel aussi, c'est un risque extrême et on cherche à obtenir un LDL cholestérol inférieur à 0,4 grammes par litre et c'est une classe 2B de recommandation. Donc en Tunisie, déjà on est embêté avec le 0,55 et là 0,4. Je ne sais pas comment on pourra y arriver. Alors nous passons au cœur de notre présentation concernant les actualités thérapeutiques des dyslipidémies. Et vous voyez, il y a beaucoup de nouveautés. Mais la chose centrale que le centre de traitement, c'est vraiment le LDL cholestérol qu'on va viser au premier. C'est la baisse de LDL cholestérol. Donc la première question, est-ce que justement il y a des nouvelles thérapies pour réduire le taux de LDL cholestérol? Il y a justement des nouvelles thérapies. Entre autres, l'acide bempédoïque. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'acide bempédoïque. C'est une molécule qui est nouvelle et qui agit au niveau de la synthèse de cholestérol. Comme la statine en fait, c'est juste en haut, la statine c'est HMG-CoA et en haut l'acide bempédoïque. Alors c'est une prodrogue, qui est activée dans le foie et qui inhibe l'enzyme ATP citrate-lyase. Et donc, elle réduit la synthèse de cholestérol, comme fait la statine d'ailleurs. C'est une prodrogue parce que l'enzyme active s'appelle l'acyle-CoA synthase à très longue chaîne de type 1, c'est celle-là. Et chose importante, cette enzyme qui est active, elle n'est pas exprimée en muscle squelettique, donc rappelez-vous de ça, parce que c'est important pour nous cliniciens. Alors, l'acide bempédoïque, les premières publications, ça date de 2022, c'est pas très loin. Et donc, la première étude publiée dans ce sens, c'est une large méta-analyse à double aveugle randomisée contre placebo, qui a inclus 13 970 patients qui étaient randomisés. Chose importante, c'est des malades à très haut risque cardiovasculaire. 70% étaient déjà en prévention secondaire, 30% en prévention primaire, mais à très haut risque cardiovasculaire. Et l'idée, c'était comment faire pour les malades qui tolèrent mal la statine. Donc, c'est des malades qui prenaient pas les statines, et même s'il y a une population de l'étude qui prenait les statines, mais c'est des statines, c'est moins de 10 mg d'atorvastatine, d'accord? Donc voilà, on a recherché le MACE défini par le décès cardiovasculaire, l'infarctus de myocarde, l'AVC, la revascularisation d'une coronaropathie, et on a montré à travers cette étude que les MACE diminuent de 13% et que la différence était significative.
Vous voyez ce fameux acide bempédoïque, il arrive à réduire la revascularisation coronarienne, aussi les trois MES. Mais chose importante aussi que je dois préciser que a priori il n'a pas d'effet bénéfique sur la mortalité totale cardiovasculaire. Hein. Ça reste le point négatif de cet acide bempédoïque. Vous voyez qu'il agit aussi bien sur le LDL cholestérol, le non HDL cholestérol, le cholestérol total, l'apolipoprotéine B, de manière significative. Et là, c'est les différents essais thérapeutiques qui ont étudié l'acide bempédoïque. Ça tourne toujours autour de CLEAR, mais différents essais étaient essayés, bempédoïque seul ou en association avec l'ézetimibe par exemple. Et donc, ça réduit de manière significative le LDL cholestérol. Ça, c'est une étude intéressante qui n'est pas très large, mais c'est une étude qui a inclus une population assez particulière, des diabétiques type 2, entre 18 et 75 ans. L'hémoglobine glyquée moyenne était entre 7 et 10%. Et ça inclut 179 patients diabétiques qui étaient randomisés, donc un bras avec l'acide bempédoïque ézetimibe seul et placebo. Et on a montré effectivement que lorsqu'on associe l'acide bempédoïque à l'ézetimibe, on arrive à réduire le LDL cholestérol de 38,8%. Hein, c'est pas du tout négligeable. L'ézetimibe seul, c'est 19,2%. D'accord. Et la différence, quand vous voyez, elle était significative. Ça a aussi un essai clinique très intéressant de phase 3 qui était mené en double aveugle, qui a inclus des adultes à haut risque et à très haut risque de maladies cardiovasculaires. C'est des malades déjà qui étaient sous dose maximale de statine. Et on a montré, avec l'ézetimibe seul, on arrive à 23% de réduction de LDL cholestérol. L'acide bempédoïque, c'est 17,2% de réduction. Et quand on associe les deux, c'est 36,2% de réduction. Et chose importante aussi, vous vous rappelez, j'ai parlé de HSCRP, la CRP ultrasensible dans les modificateurs de risque cardiovasculaire. Et non seulement il y a réduction de LDL cholestérol, mais aussi de cette HSCRP. Et vous voyez, avec l'acide bempédoïque, hein, c'est 31,9% de réduction de cette HCRP. Et quand on l'associe à l'ézetimibe, bon, ça donne pas grand-chose. La différence n'était pas réellement significative. Alors, l'acide bempédoïque dans cette étude qui est très large, qui a inclus quand même, je pense, 39 000 sous statine et 13 000 malades sous acide bempédoïque. Et chose intéressante que l'acide bempédoïque, a priori, il fait aussi bien que la statine sur la prévention cardiovasculaire. Chose importante aussi quand on dit statine, bon, ce qui n'est pas bien avec les statines, c'est que l'effet musculaire. L'effet diabétogène aussi, hein, ça on peut pas le nier. Avec l'acide bempédoïque, il n'y a pas d'effet musculaire. L'effet musculaire a été similaire au placebo, et sur le plan clinique et sur le plan biologique. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est une prodrogue et que l'enzyme réellement active, elle n'est pas exprimée au niveau de musculosquelettique, et ça explique que l'absence des effets musculaires. Chose aussi importante avec l'acide bempédoïque, que a priori, c'est une molécule qui n'est pas diabétogène dans les populations qui avaient un équilibre glycémique tout à fait normal, ou qui étaient prédiabétiques ou qui étaient diabétiques. Il n'y a pas, en tout cas, de déséquilibre diabétique engendré par l'acide bempédoïque. Alors, c'est une molécule qui semble en tout cas intéressante. Et vous voyez les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie. L'acide bempédoïque, il est recommandé chez les patients qui tolèrent mal la statine et chez qui on n'arrive pas à arriver aux objectifs de LDL cholestérol, vous vous rappelez des objectifs, ou aussi c'est un grade 1 de recommandation, hein, et aussi chez les malades sous dose maximale tolérée de statine, avec ou sans ézetimibe, et chez qui on n'arrive pas aussi à obtenir un objectif LDL cholestérol. Là, on peut associer aussi l'acide bempédoïque. Bon, l'association américaine d'endocrinologie, elle semble en tout cas réticente par rapport à l'acide bempédoïque. Pourquoi? Parce qu'il y a des points négatifs dans l'essai CLEAR qu'il est important de préciser. De un, j'ai dit que à la base c'était des malades normalement qui tolèrent mal les statines, mais quand on voit l'étude de près,
Il y avait quand même 22 patients sous statine, mais des statines à faible dose, et que les certitudes de preuve scientifiques, selon la task force, étaient par moment donné remise en cause. Et vous voyez par exemple le haut niveau de preuve, l'acide bempédoïque, comme je l'ai déjà précisé, a priori il n'améliore pas la mortalité cardiovasculaire. Donc voilà. L'acide bempédoïque, ça réduit le LDL cholestérol, mais il a des effets indésirables. Et le principal effet indésirable, c'est l'hyperuricémie et les crises de gouttes. Ça c'est un effet indésirable qui a été démontré par plusieurs études. Mais bon, l'hyperuricémie en elle-même ne contre-indique pas l'acide bempédoïque. Alors, si vous êtes intéressé par le coût, ça fait à peu près 50 € par mois. La HAS, elle a accordé un avis favorable à cette molécule et la FDA aussi, elle a approuvé cette molécule. D'accord? On passe à la deuxième molécule qui semble intéressante aussi, toute nouvelle, l'inclisiran. Je sais pas, le cadre il est un peu décalé. L'inclisiran, vous voyez, il agit à ce niveau-là. Hein. C'est un petit taraïne, en fait, interférent, qui limite la synthèse de la protéine PCSK9. Donc, vous voyez, on a intérêt à bloquer, soit de donner un inhibiteur PCSK9, qu'on a déjà sur le marché international, pas en Tunisie en tout cas, ou de réduire directement la synthèse de cette PCSK9. Donc, ainsi, le nombre de LDL cholestérol va être automatiquement plus disponible et ça réduit en conséquence le taux de LDL cholestérol. Vous savez, la PCSK9, elle se lie au récepteur LDL cholestérol présent à la surface des hépatocytes et elle favorise leur dégradation dans le foie. Donc, ça semble une bonne alternative aux inhibiteurs PCSK9 et c'est les grands essais Orion. L'Orion 10, c'est des malades avec maladies cardiovasculaires déjà avérées, c'est 1561 malades. Orion 11, c'est des malades sans maladie cardiovasculaire avérée, mais à très haut risque cardiovasculaire, et c'était 1617 malades. Et c'est un essai large randomisé en double aveugle, 284 mg d'inclisiran. Et c'est des malades, chose importante, sous dose maximale tolérée de statine. Et on a observé le pourcentage de baisse de LDL cholestérol. Et vous voyez à J510, avec le bras Orion 10, c'est 52,3% de baisse de LDL cholestérol. Et l'Orion 11, c'est 49,9%. C'est pas du tout négligeable, en tout cas. Ça a l'air d'être promoteur. Alors, il y a l'inclisiran, c'est toute nouvelle, comme j'ai dit. Donc, il y a 2 larges essais en cours, qui incluent plus de 16 000 patients atteints de maladies cardiovasculaires et les résultats sont prévus prochainement en 2026 et 2027. Alors, l'association américaine d'endocrinologie, elle donne pas il n'y a pas pour elle de recommandations fermes pour ou contre l'inclisiran. C'est tout nouveau. Pour la seule raison que a priori, ça réduit pas aussi la mortalité cardiovasculaire. L'inclisiran, il a l'accord de la HAS. Si on va résumer, vous voyez, pour obtenir notre objectif LDL cholestérol, par exemple avec l'acide bempédoïque seul, c'est 23% de réduction de LDL cholestérol. Et quand on l'associe, par exemple, à l'ézitémib, c'est 38% de réduction. Et si on associe, par exemple, la statine à haute intensité, ézitémib, acide bempédoïque et inhibiteur PCSK9, on peut arriver jusqu'à 86% de réduction de LDL cholestérol. Alors, un mot rapidement sur le syndrome coronarien aigu, parce que ça fait l'objet de nouvelles recommandations. Quand on est face à un malade naïf de traitement et qu'il fait un syndrome coronarien aigu, il faut initier d'emblée une statine haute intensité avec l'ézitémib. C'est une bithérapie d'emblée. Et si le malade il est déjà traité, il faut pas hésiter à intensifier la thérapie. Pour la grossesse, bien sûr, c'est embêtant. On est obligé d'arrêter les statines, les ézitémib, les anti-PCSK9 parce que tout simplement l'effet il n'est pas connu et c'est jusqu'à la fin de traitement. Alors, je vous parle de l'hypercholestérolémie familiale, qui est autosomique dominante et c'est une maladie qui cause une mortalité cardiovasculaire lourde avant l'âge de 20 ans.
C'est génétique, hein, j'en passe rapidement. Je vous parle de ça parce que il y a un nouveau traitement promoteur qui est l'Evinacumab. L'Evinacumab, c'est pas l'alirocumab, c'est pas l'évolucumab, hein, ça n'a rien à voir avec les inhibiteurs PCSK9. Ça agit à ce niveau-là. Ça agit au niveau de la lipoprotéine lipase, d'accord. Et c'est l'étude de Ellipse qui a étudié cet effet de l'Evinacumab. C'est une étude de phase 3 multicentrique randomisée avec une phase en double aveugle sur 24 semaines et une phase en ouvert de 24 semaines. Et cette étude, elle a prouvé avec les malades atteints d'hypercholestérolémie familiale autosomique qu'on peut arriver jusqu'à 49% de réduction de LDL cholestérol. C'est quand même énorme. D'accord, et ça a un effet et sur l'ApoB, sur le LDL cholestérol, sur le cholestérol total et aussi sur le non-HDL cholestérol. Donc, ça paraît promoteur. Il y a d'autres études aussi, hein, j'ai pas le temps pour les développer, mais en tout cas, la Société européenne de cardiologie, l'Evinacumab, il doit être considéré chez les malades suivis pour hypercholestérolémie familiale homozygote si le LDL cholestérol il n'est pas aux objectifs, d'accord. La HAS aussi a donné un avis favorable à cette molécule qui est très chère, mais à partir de l'âge de 12 ans en France, parce que l'étude Ellipse, en fait, c'était des enfants d'âge supérieur à 12 ans. D'accord. Et la CE, elle donne pas d'opposition sur cette molécule. Alors, un mot sur la lipoprotéine petit a, on en parle de plus en plus. Hein, la lipoprotéine petit a, c'est la LDL cholestérol, avec sur la surface, vous voyez, la peau petit a, et la peau petit a qui a une analogie avec le plasminogène. Et donc, ça confère à côté de l'effet pro-athérogène, un effet pro-inflammatoire et pro-thrombotique. C'est la génétique 90%. Il faut les doser. Il faut penser à doser la lipoprotéine petit a. Vous voyez, quand on a un taux de lipoprotéine petit a supérieur à 180 mg par décilitre, on a un risque cardiovasculaire qui équivaut à une hypercholestérolémie familiale hétérozygote non traitée, hein, c'est énorme. Et le cutoff, selon la Société de cardiologie européenne, c'est 105 nanomoles par litre. Et d'ailleurs, c'est considéré, comme je l'ai déjà précisé dès le début, comme un modificateur de risque cardiovasculaire. Donc, est-ce qu'il y a des thérapies qui vont réduire le taux de lipoprotéine petit a? Il y a de nombreux essais cliniques randomisés. Il y a des thérapies injectables qui étaient essayées et qui donnaient jusqu'à une réduction de 80-98% de cette lipoprotéine petit a. Il y a aussi un traitement oral à base d'ARN interférent en cours d'essai. En tout cas, sur le marché, officiellement, on n'a pas de molécule anti-lipoprotéine petit a, mais c'est une voie de recherche qui semble prometteuse. Alors, on parle toujours de LDL cholestérol et c'est tout à fait légitime, hein. J'ai dit déjà, ça doit être notre préoccupation primaire, mais il faut pas oublier les triglycérides, car les hypertriglycéridémies, hein, par des données randomisées récentes, les hypertriglycéridémies sont aussi considérées comme un risque cardiovasculaire indépendamment de LDL cholestérol, et c'est par de nombreuses études récentes. Vous voyez, l'hypertriglycéridémie augmente la mortalité cardiovasculaire, augmente la mortalité, quelle que soit la cause. Le risque résiduel que l'on a un LDL cholestérol normal augmenté, il augmente considérablement avec le taux de triglycérides. Donc, quand on parle d'hypertriglycéridémie, la première chose qui saute à l'esprit, les fibrates. Bon, il y a plusieurs molécules, mais il faut savoir quand même l'effet, il reste modéré sur la réduction des triglycérides. Et chose importante, pas d'effet démontré sur la prévention cardiovasculaire avec les fibrates. Avec les phénofibrates, les bézafibrates, on obtient une baisse de LDL cholestérol, mais sans bénéfice cardiovasculaire démontré. Hein. Avec les phénofibrates, avec les Cfield, on a démontré qu'il y a un risque plus faible d'amputation des membres inférieurs, mais on connaît pas trop le mécanisme. A priori, c'est pas le risque cardiovasculaire en tout cas.
Alors, hypertriglycéridémie, les statines de première intention, hein, comme toujours, et on peut associer phénofibrate ou bézafibrate si on obtient les LDL cholestérol dans les objectifs, mais les triglycérides restent augmentés, on peut associer les deux. Alors, quand on parle d'hypertriglycéridémie, certainement vous pensez aussi à l'oméga 3. C'est une molécule qu'on prescrit toujours, mais vous voyez là, c'est une large étude randomisée qui a inclus 13 000 patients, 6 539 malades oméga 3, 6 539 malades dans le groupe placebo, et vous voyez, il n'y a aucun effet à l'oméga 3. D'accord? Et quand on dit oméga 3, c'est DHA et EPA ensemble, hein. Une autre étude, l'étude REDUCE-IT, qui a étudié pas le DHA et EPA, elle a étudié seulement l'icosapente éthyle, une molécule qui se trouve dans l'oméga 3, et on a démontré que à la dose de 4 grammes par litre, ça améliore le risque cardiovasculaire et la mortalité cardiovasculaire générale. Donc, entre l'essai REDUCE avec l'icosapentine et l'essai STRENGTH avec oméga 3, a priori, l'oméga 3, aucun effet cardiovasculaire en tout cas, mais l'EPA seul, et à forte dose, c'est pas n'importe quelle dose, c'est la dose de 4 grammes par jour, a un effet bénéfique cardiovasculaire sur la mortalité cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde et le risque cardiovasculaire. Et vous voyez, on comprend les nouvelles recommandations. L'EPA à 4 grammes par jour, mais pas l'oméga 3. Et aussi bien l'association des endocrinologues, l'association américaine, et les cardiologues aussi. Là, ils s'entendent ensemble pour dire pas d'oméga 3. Et si on va donner, c'est l'EPA à 4 grammes par jour. Alors, je vous parle rapidement de syndrome de chylomicronémie familiale. Vous savez, c'est une maladie autosomique récessive. Ça donne une hypertriglycéridémie majeure. Et le risque, c'est les pancréatites aiguës. Vous voyez, 60-80% des patients présentent à un moment donné une pancréatite aiguë, et malheureusement, il n'y a pas de médicament, en tout cas sur le marché tunisien, efficace. C'est un diète très faible en gras, très difficile à respecter par nos malades. Alors, je vous parle de ce syndrome parce qu'il y a une nouvelle molécule qui semble très promoteuse, le volanesorsen. Ça agit au niveau de l'ApoC2, ça inhibe l'ApoC2, et c'est un oligonucléotide antisens de première génération. Et l'étude Approach a inclus 66 sujets, 300 mg de volanesorsen en sous-cutané chaque semaine sur 52 semaines. Et vous voyez, il y a réduction de l'ApoC3, chose tout à fait attendue bien sûr, mais avec une réduction considérable des taux des triglycérides. C'est une réduction importante avec cette nouvelle molécule. Là aussi, à part la réduction de l'hypertriglycéridémie, on a montré une réduction de risque de pancréatite aiguë. D'accord? Donc, les effets indésirables étaient vraiment minimes avec cette nouvelle molécule. C'est une molécule qui semble promoteuse. Et vous voyez, les dernières recommandations de 2025, on peut proposer cette molécule pour les malades avec hyperchylomicronémie familiale pour réduire le risque de pancréatite aiguë. C'est une molécule qui n'est pas approuvée par les FDA, mais qui est approuvée par l'agence européenne. Et le prix, c'est énorme, hein, c'est 10 853 €, une seringue. Et en France, remboursable à 65%, c'est tout récent. Alors, en résumé, les molécules pour les hypertriglycéridémies, en vert, ce que vous voyez en vert, c'est les molécules qui ont prouvé un effet cardiovasculaire. En bleu, une baisse des triglycérides, mais sans réel effet cardiovasculaire. Et en mauve, c'est les molécules qui ont prouvé une réduction de risque de pancréatite aiguë. Donc, les statines, les etimib et tout. Les fibrates ont fait mieux sur le taux des triglycérides. Vous voyez, par exemple, là, avec ces deux molécules, déjà, les bézafibrates et phénofibrates, on arrive jusqu'à 44% de réduction de triglycérides, mais sans effet cardiovasculaire. Et avec le volanesorsen, on arrive à réduire le taux de pancréatite aiguë. Alors, deux mots pour deux populations particulières qui ont fait l'objet de nouvelles recommandations. La première population, c'est les malades HIV
Vous savez, HIV, c'est l'inflammation chronique. Et on sait que le risque cardiovasculaire, il est multiplié par 2. Donc, on a démontré que les statines réduisent le risque cardiovasculaire. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre les malades HIV, âgés de plus de 40 ans, sous statine. Et c'est grade 1B de recommandation. Aussi, les malades sous chimiothérapie, l'anthracycline, vous savez, elle est très prescrite dans les cancers, seins, lymphomes et tout. Et on le sait, c'est cardiotoxique. Le risque d'insuffisance cardiaque, il est multiplié par 2. Et ça dépend bien sûr de la dose cumulée. Et vous voyez, avec l'étude STOP-CA, 300 patients sur anthracycline suivis pour lymphome et randomisés en double aveugle. Un bras sous atorvastatine 40 mg contre un bras placebo, et ça permet de réduire, vous voyez, le bras placebo, 22% d'insuffisance cardiaque contre 9%, le bras sous atorvastatine, et la différence était statistiquement significative. Donc voilà, il ne faut pas hésiter aussi à mettre le malade sous chimiothérapie par anthracycline pour justement réduire le risque d'insuffisance cardiaque lié à cette molécule. Alors, un mot sur les compléments alimentaires, les vitamines, hein, c'est à la mode ces derniers temps. En résumé, il y a plusieurs essais récents, c'est à oublier carrément, hein, il n'y a pas de place. Alors, je finis par des messages clés de ma présentation. L'acide bempedoïque, oui, ça réduit le LDL cholestérol, reste à voir la mortalité cardiovasculaire. L'inclisiran, je dirais plus, on attend les 2 essais qui arrivent en 2026-2027. Les vinacumab, oui, pour l'hypercholestérolémie familiale. Le valnsursen, oui, c'est promoteur pour les malades avec chylomicronémie familiale. Oméga 3 à oublier carrément. Si on veut donner, on donne l'EPA à 4 grammes par jour. Et il faut pas hésiter à donner les statines chez les malades HIV et les malades sous chimiothérapie par anthracycline. Et je vous remercie. Merci, Dr Marzouk, pour cette excellente présentation, comme d'habitude, très intéressante pour un sujet d'actualité. D'ailleurs, les dyslipidémies, ça fait partie des pathologies là où on voit les plus de recommandations. Toutes les années, ça sort de recommandations, des nouvelles recommandations. On apprend toujours beaucoup de nouveautés, comme vient de dire donc Dr Marzouk. C'est vrai que la mortalité cardiovasculaire, donc ça reste toujours la plus importante ou la plus donc la cause où donc les dyslipidémies, les atteintes les dyslipidémies, ça reste la cause la plus importante pour la mortalité cardiovasculaire, qui reste donc la première cause, je crois, de mortalité dans les pays, surtout que ce soit industrialisé ou autre. Oui, c'est ça. La Tunisie ne fait pas moins. D'ailleurs, nous sommes un pays à très 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 haut risque donc de maladies cardiovasculaires. D'où l'intérêt donc de toujours aborder les traitements. Ça reste à voir. Donc il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de l'espoir, mais aussi nous sommes trop loin. On n'est même pas au stade de remboursement de l'ézetimibe. Donc on espère voir plus dans l'avenir, mais bon, on reste toujours optimiste, disons. Et puis je vais donner la parole à la salle pour des éventuelles questions à Dr Marzouk, puisque Dr Marzouk doit nous quitter malheureusement. Merci. Merci. Puis pour la lipo-A et la lipo-B, bon, le sujet, le thème, c'était plus la thérapeutique. Mais chez qui il faut demander la lipo-A et chez qui demander la lipo-B? On en parle de plus en plus dans tous les congrès, c'est à la mode. Et il faut la doser au moins, et on dit au moins une fois dans la vie. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que le fait chez qui, premièrement, et est-ce que le fait de la doser chez les jeunes, ça peut prédire un risque ultérieur? Et oui, comment gérer tout ça? Oui, justement, c'est une excellente question. Comme je l'ai dit, la peau petite a, on dose pas la peau B, hein, ça sert absolument à rien, on dose la peau petite a. Et c'est la génétique 90%, et c'est un taux qui reste presque stable à partir de l'âge de 2 ans, avec une augmentation pour les femmes à la ménopause. Ce qui est recommandé dans la mesure de possible. Si on peut doser la peau petite a, on la dose pour tout le monde. Et pour les femmes, si le taux il est limite, il est recommandé de refaire le dosage après la ménopause. Si on n'arrive pas à faire pour tout le monde, hein, c'est coûteux quand même.
Ce qui est recommandé officiellement, c'est pour les malades à faible risque et à risque modéré, parce que c'est un modificateur de risque. Donc, si un malade, par exemple, à risque modéré, il a un taux de l'apobutita supérieur à 50 nanogrammes, donc il passe directement à un risque, un haut risque, d'accord. Donc, il faut les doser chez les malades à risque modéré, chez les malades avec maladie cardiovasculaire familiale à un âge jeune, ou chez les malades, si on dispose d'un taux de l'apoputita, si par exemple un membre de famille qui a un taux élevé d'apoputita, il faut doser aussi l'apoputita. Donc c'est ça quand il faut doser l'apoputita. Et les patients qui aujourd'hui n'ont pas de risque en dose de la lipo-A, est-ce que ça prédit plus tard qu'il peut être un patient à risque? Voilà, justement, Oui. c'est un taux de l'apoputita supérieur à 50, c'est un risque cardiovasculaire. Par exemple, un malade à faible risque cardiovasculaire, si on trouve un taux élevé de l'apoputita, il passe à un risque modéré. Et s'il est à risque modéré, il passe à un haut risque, vous voyez. Est-ce qu'il y a des molécules, le PA seul? Contre l'apoputita, Non, non, pour les triglycérides, on a dit qu'il faut 4 grammes de PA. Est-ce qu'il y a des molécules? en Tunisie, non. En Tunisie, non. C'est l'oméga 3, donc on a l'association fixe de DHA-EPA. On n'a pas le Donc PA seul, à mes connaissances, en tout cas en Tunisie. Là, j'ai une question à Dr Mazouk, puisque je suis infectiologue. Je m'intéresse à l'infection rétrovirale, l'infection HIV. Donc, vous avez mis qu'il y a une recommandation nouvelle, parce que c'est nouveau aussi pour moi. Oui, Donc, est-ce que c'est devenu systématique l'ajout des statines chez tous les patients infectés supérieurs à 40 ans? Non, pas systématique, mais j'ai passé peut-être la plaque très rapidement. Il y a selon le niveau de risque cardiovasculaire. Voilà. Donc, le HIV, c'est un modificateur de risque. Par exemple, un malade HIV à faible risque, si on estime de façon globale le risque, il passe directement à un risque modéré, pas à un faible risque. S'il est à un risque modéré, il passe à haut risque. Et là, ça dépend de l'objectif de aider le cholestérol. Voilà. Vous voyez, donc s'il n'est pas aux objectifs, il ne faut pas hésiter à émettre la statine. Donc l'inertie pour les malades VIH, on l'observe aussi bien pour les malades que les praticiens. Oui. Mais le VIH en lui-même, c'est un marqueur de risque cardiovasculaire. Donc Oui. c'est un modificateur de risque. C'est aggravé par les antirétroviraux aussi. Voilà, En tant la que thérapie thérapie, et l'inflammation chronique, les deux aussi. Oui. Ouais. Voilà. Merci.